La vie devant soi avec Elder Almeida. Parce que nos vies sont pleines d'interrogations, parlons-en ensemble, trouvons la solution. La vie devant soi avec Elder Almeida. A malta o que faz falta. O que faz falta é dar poder à malta. O que faz falta. Et bonjour chères auditrices et chers auditeurs, c'est un plaisir renouvelé d'être ici avec vous en antenne et aujourd'hui on a le plaisir d'avoir avec nous un invité spécial. Je vous dis qu'il fait très beau dehors, il y a un soleil qui brille, j'espère que vous soyez attentifs parce qu'on va voyager un peu dans le temps, on va s'inspirer de notre invité, c'est vraiment quelqu'un qui a un parcours de vie qui est pas toujours facile à trouver et que risque de vous inspirer à faire des changements dans votre vie vers la voie, ce qu'on appelle la voie de la sincérité, la voie d'être soi-même. Je vais vous lire quelques mots. Donc, c'est quelqu'un qui est né le 4 novembre 1942. Et c'est quelqu'un qui a un parcours, comment pourrais-je le dire un mot, il y a un parcours singulier dans le monde des arts martiaux. Donc on a avec nous, je débute pour dire bonjour à Poupa. Bonjour Poupa. Bonjour Elder. Et avec nous, on a le plaisir d'avoir Guy Sauvin. Bonjour Guy. Bonjour à tout le monde. Et Guy Sauvin, c'est aujourd'hui une référence dans les arts martiaux, plutôt dans le karaté-do. C'est un 8e dan de karaté. J'ai marqué là, vous pouvez faire des recherches sur Wikipédia, vous mettez Guy Sauvin et vous avez tout son palmarès. Il a été directeur technique fédéral de 1967 à 1980. Il a été directeur technique national de 1980 à 1996. Président de la Commission technique européenne et mondiale de 1988 à 1996. Il débute par la boxe française avec Monsieur Lafont de 1960 à 1963. Ses débuts en karaté avec Maître Kokatre ont lieu en 1963. Il s'entraîne à partir de 1964 avec Maître Moshizushi Hiro, son véritable professeur. Il effectue plusieurs stages avec Maître Oshima. Il reçoit dans son dojo parisien Maître Kazé pour des rencontres techniques particulières pendant plus d'un an, entre 93 et 94. À l'occasion de ces voyages, il rencontre de nombreux maîtres japonais, Hayashi Shintoryo, Asa Abe Yara et Shotokan Jikaha. Je ne sais pas si je prononce très bien, mais Ikede Yaido. Et après, on aura un Guy qui va sûrement remettre les choses en place. Il s'entraîne en tai chi. Il s'initie au Taikiken avec Maurice Portiche, l'ambassadeur de France au Burkina Faso. Après 30 ans, au plus haut niveau de karaté, il dirige de 1997 à 2004 le parc national des 2 balles de Burkina Faso. On aura aussi l'opportunité de voyager un peu avec Guy en Afrique et de voir ses aventures et le courage qu'il a fallu pour renouveler sa vie et retrouver du sens. C'est aussi ce qu'on veut redonner dans l'émission La vie devant soi, c'est avoir des invités qui à la fois on puisse leur rendre hommage et à la fois faire d'eux une source d'inspiration pour toute l'audience. Il fonde en 2007 sa propre école de karaté-do qu'il nomme Seido Jioku. Est-ce que c'est bien prononcé? Voilà, c'est bien, c'est bien. Ce qu'on peut traduire par l'école de la voie de la sincérité. Et ça, c'est vraiment le miroir pour ceux qui connaissent Guy. Il transpire cette sincérité. Et en 2012, avec Alain Setrouk, il crée un système de karaté au Keo, ce qui est aujourd'hui diffusé dans des chaînes télévisives, le Pro Fight Karaté. Vous pouvez même trouver plusieurs vidéos de ce système de karaté que Guy a créé avec Alain, le Pro Fight sur YouTube. Donc il y a des diffusions sur un canal télévisif. Il y a en 2010 avec Bernard Soutarel, il crée le concept de karaté martial, énergie interne. Juste un petit peu de son palmarès, il a été 3 fois champion de France, 2 fois en Open en 1964 et 1965, et 1 fois chez les moyens en 1972.
Cette même année, il a par ailleurs été champion d'Europe comité 75 kilos, troisième en Nippon individuel au championnat du monde et vainqueur lors de ce même événement en comité par équipe. Donc il y a tout un palmarès, je ne vais pas le lire, vous pouvez le consulter soit sur son site, c'est www.akdtm.com. Là vous avez toute l'histoire pour vous inspirer de la vie jusqu'à présent de Guy, ou alors sur Wikipédia, vous tapez Guy Sauvin et vous avez tout ce que vous voulez savoir sur Guy Sauvin. Donc je vais revenir sur un petit sujet. Et je devrais, selon l'étiquette, dire Maître Guy. Mais comme j'ai le plaisir d'être son ami, on va se tutoyer en antenne. Et Maître Guy, il passera à Guy, c'est un ami. C'est un plaisir de t'avoir ici, Guy. Bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour faire partie, pour partager avec nous tous tes défis que tu as eu pendant ta vie. Et je débuterai pour une question. Dans le monde des arts martiaux, dans le monde du karaté, donc tu es dans la catégorie de maître. Est-ce que tu pourrais nous dire, pour toi, quel est l'ingrédient le plus important pour avoir cette discipline d'arriver, pour celui qui connaît pas, arriver à 8e dan, c'est beaucoup de travail derrière, c'est beaucoup de travail, de concentration, de discipline. À ton avis, Guy, quelle est la clé pour avoir cette discipline? Bon, je ne sais pas s'il y a vraiment une clé, c'est tout simplement, on le voit, ce que tu as un peu évoqué jusqu'ici, c'est un parcours de vie. Bon, moi j'ai choisi de pratiquer le karaté, j'avais 20 et quelques années, 21 ou 22 ans, je me rappelle plus. Donc voilà, à partir de... Mais si vous voulez, j'ai un parcours un peu particulier dans le karaté, dans ce sens où très vite... donc moi je vous dis, j'avais 20 ans, j'étais au début de ma vie et j'avais pas encore de métier véritablement. Bon, je savais que je me dirigerais vers le sport et quand j'ai connu le karaté, très vite, je me suis dit c'est vraiment quelque chose, c'est une activité qui me plaît et je vais en faire mon métier. Bon, à partir de là, il y avait un travail à faire. Je suis donc parti de ce constat en disant puisque je veux en faire mon métier, si je veux gagner de l'argent, il faut que je sois connu. Si je veux être connu, il faut que je gagne des championnats et si je veux gagner des championnats, il faut que je m'entraîne plus que les autres. Donc j'ai eu dès le départ cette vision d'un espèce de karaté, on va dire professionnel, et j'ai mis en œuvre l'entraînement qui allait me permettre d'arriver dans ce sens-là. Si je vois ta carrière un peu, donc je connais un peu, c'était pas tout à fait comme aujourd'hui. Donc ça fait un moment que tu as débuté. À l'époque, il n'y avait pas toutes les écoles qu'il y a aujourd'hui, toute la facilité de s'entraîner comme aujourd'hui. Oui, tout à fait. Enfin, moi, j'avais la chance d'habiter Paris, donc effectivement, c'était quand même plus facile que les gens qui étaient en province. Mais non, vous savez, c'est encore une fois, les choses se font naturellement à l'époque dans laquelle elles se passent. On se pose pas de questions. On dit voilà, je parle là-dedans et puis on verra bien. Donc non, ça m'a pas posé de problème. Très vite, j'ai connu Maître Mochizuki, avec qui j'ai lié des liens d'amitié. Nous étions pas mariés ni l'un ni l'autre. On a passé donc beaucoup de temps ensemble. On s'entraînait et voilà, les choses se sont passées comme ça. J'aimerais te poser une question parce que bon, si vous êtes en antenne et vous voulez poser une question directement à Guy, vous pouvez nous appeler sur le 05 63 04 40 15 ou alors vous pouvez tweeter en plus avec nous sur le Twitter La Vie Devant Soi 1 par mail. Les gens qui nous écoutent, et moi je pratique aussi une art martiale, on se pose toujours une question quand on est face à un maître. Il y a des moments qu'on n'a pas envie de s'entraîner. Donc, on n'a pas envie de s'entraîner. Quel conseil tu donnerais aux gens quand ils sont face à ce manque de motivation ou de discipline, qu'on sait qu'il faut aller s'entraîner, mais des fois on manque de force, on manque d'envie. Quel conseil tu donneras? Je pense que tu as prononcé le mot envie. Bon, dans le sport, on parle, alors là on va distinguer un peu la pratique du karaté en tant que sport et la pratique du karaté, on va dire, en tant qu'art martial. En tant que sport, on a une motivation qui est simple, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on veut gagner des titres, donc y a pas moyen d'y échapper. Vous voulez être champion d'Europe de natation, vous voulez être champion du monde d'athlétisme, bon, ça passe déjà par des qualités naturelles, musculaires,
musculaire et mentale, on va dire, mais après surtout par le travail et par l'entraînement. Donc la motivation est toute trouvée, il n'y a pas d'échappatoire possible. Ensuite, dans le karaté, enfin dans les arts martiaux en général, mais moi je vais parler de karaté puisque c'est mon domaine. Les gens de notre époque, si vous voulez, on est rentré dans le karaté, j'allais dire un peu comme on entrerait en religion, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui marque notre vie, et donc c'est un état d'esprit, et donc l'entraînement, bah effectivement, c'est quotidien. Alors il y a à la fois un entraînement physique, bon, qui a des intensités différentes suivant l'âge qu'on a. Bah quand on a 20, 30 ans, 40 ans, on s'entraîne très dur physiquement. On va dire dans l'ordre de 2 heures par jour. Par la suite, bon bah on on se fatigue plus vite, on a moins d'envie de travail physique, et c'est en ça que les arts martiaux asiatiques sont intéressants, c'est qu'après on rentre dans ce qu'on appelle un travail énergétique, un travail interne qui pallie la perte de puissance musculaire que l'on a naturellement. Et là, bah, l'entraînement se fait beaucoup plus lentement, on va dire en douceur, donc c'est quelque chose qui est très supportable. Mais effectivement, il faut avoir l'envie, mais ça se fait naturellement. On fait ça tous les jours, un peu à tous les moments. Moi, vous voyez, quand je fais la queue au supermarché, j'attends de payer à la caisse, et ben je travaille des exercices. Donc on peut faire ça n'importe où, n'importe comment, et voilà. Et j'ai aussi, on en parlera, eu à un moment ce ras-le-bol, disons, et cette envie de cesser complètement, parce que j'étais aussi dans le côté politique du karaté, où là ça me fatiguait un petit peu, c'était pas ma motivation première, et donc j'ai carrément arrêté complètement la pratique pour redonner un sens, retrouver au bout de 2-3 ans un sens à cette pratique. Voilà en gros. Ok, merci Guy. Donc si je peux conclure, ce qui est vraiment important pour avoir sa motivation, c'est savoir ce qu'on veut. Oui, bien sûr. C'est que ça soit clair ce qu'on veut. Oui. Non, mais c'est une envie qui est profonde quand on parle de motivation. Voilà, c'est pour ça que pour certaines personnes, c'est pas tellement difficile parce que ça fait partie de notre nature, et donc on fait cette chose-là tout à fait naturellement. Il y a pas d'obligation. Disons, ça coule de source. Donc c'est un appel interne qui Oui, je sais pas, comme il y a des gens qui chantent sûrement, comme il y a des gens qui font de la musique, qui vont faire des vocalises, et ben ils vont pas se forcer à faire des vocalises. Pour eux, ça va être un plaisir, et ils vont faire ça 3 heures par jour. Ok, j'ai bien compris. Et une autre question qui me vient, c'est donc tu as parlé de ce côté interne que tu peux développer quand tu es au supermarché, quand tu es là dans la queue pour payer. Là, tu peux travailler à l'interne. Est-ce que tu as envie Parce que ça peut paraître bizarre qu'une personne qui atteint le temps pour payer puisse pratiquer quelque chose là. Alors, comment vous expliquer Donc je vous l'ai dit, à partir d'un certain moment, on commence à travailler dans ce qu'on appelle, on divise la pratique en général. La pratique quand on est jeune, on appelle ça le travail externe, c'est-à-dire c'est un travail musculaire. Voilà, pour être clair. À partir du moment où on commence à perdre un peu ce côté musculaire, si on veut toujours être efficace dans nos techniques, il faut le remplacer par autre chose, et donc on commence à travailler le côté interne. Le côté interne, c'est un côté, donc je répète, énergétique. Nous, dans le karaté, ce qu'il faut dire, c'est que le karaté est un art martial japonais, mais qui puise ses origines à Okinawa, et les origines d'Okinawa, c'était la Chine. Donc nous travaillons je veux dire les systèmes chinois, parce que les systèmes chinois, il y en a des milliers, notamment ce qu'on appelle en France le tai chi, le qigong, enfin différents exercices. Il y a aussi le pakwa. Enfin il y a plein d'exercices différents. Donc en gros, c'est un éveil au travail énergétique. Donc nous on a dans le corps des points d'ouverture à l'énergie qui emmènent l'énergie dans des
ce qu'on appelle des foyers, et après on arrive à faire circuler l'énergie dans le corps. Ça peut servir évidemment au niveau de la santé, mais nous, ce que nous recherchons dans les arts martiaux, c'est d'augmenter la puissance de nos techniques en nous servant de cette énergie. Donc ce travail énergétique, vous n'avez pas besoin d'être dans un lieu particulier ou avec un habit particulier pour le travailler. Vous êtes en voiture, vous êtes chez vous, donc avant de dormir le soir, donc c'est un travail d'ouvrir des centres d'énergie. Bon, ça, je vous répète, on peut le faire n'importe où. Donc j'ai remarqué que sur ton site, si les gens ils sont intéressés et que ça leur donne envie de connaître un peu, il y a quand même pas mal d'explications sur ce côté interne et externe au niveau de ce que tu fais. En plus, tu as créé avec Bernard Sautarel le concept karaté martial énergie interne. Oui, je travaille tout ce côté énergétique avec un ami donc qui s'appelle Bernard Sautarel, qui est lui dans le Cantal. Il habite dans la montagne. Il s'est fait un chalet où lui il s'entraîne énormément. Hein. Il arrive à s'entraîner 6-7 heures par jour et ça fait 35 ans que ça dure. Donc je pense que c'est un des meilleurs spécialistes français. Et je travaille tout ce côté énergétique avec lui. Donc maintenant, on a décidé au niveau de la fédération de karaté de développer ce concept, parce que c'est un message qui manque malgré tout. Les Japonais, quand ils enseignent, parlent beaucoup de ce côté énergétique, mais j'ai jamais connu un maître japonais qui m'a donné des exercices pour y arriver. Alors que au niveau chinois, il y a des exercices à faire tout simplement, et petit à petit, ça vient. Quand on parle de cette énergie, moi, ça m'évoque, c'est d'abord le côté de s'enraciner. On a toujours entendu parler de ça, donc c'est très diffusé. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est vraiment ça de s'enraciner? Parce que je vois qu'il y a des gens qui pratiquent, mais ils connaissent que le mot. Après, c'est quoi s'enraciner vraiment? Là, ça devient un petit peu une discussion de spécialistes. Comment je vais pouvoir vous expliquer l'enracinement? Déjà, les mots français, quand même, c'est ce que j'explique quand je donne des cours dans la pédagogie. Les mots renferment des valeurs. Et dans la pédagogie, si on veut faire passer les bonnes idées et les bonnes compréhensions, il faut employer les bons mots. Le mot enraciné en français, je crois qu'il est très très imagé. On pense évidemment à un arbre avec les racines qui plongent profondément dans le sol. L'enracinement à un degré, je dirais un peu extrême, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous arrivez à avoir de l'énergie sous les pieds, cette énergie rentre dans la terre et ça vous permet d'être enraciné. En gros, c'est l'explication la plus simple que je pourrais vous donner. Pour arriver à ça, encore une fois, il n'y a pas de secret, c'est absolument pas du mysticisme, c'est simplement du travail j'appellerais ça d'ajustement de sensation. Voilà, vous arrivez à conduire votre énergie, on vous apprend comment il faut faire, et après, petit à petit, ça vient. Alors, il y a d'abord un côté externe, par exemple, pour s'enraciner, au niveau, il faut d'abord appuyer sur le talon, sur le bord extérieur du pied, sur les orteils, mais ça, c'est le côté externe. Et puis après, petit à petit, ça vient. Après, il y a des positions de dos à acquérir. Ça devient après quand même relativement complexe. Et quand tu dis que c'est des sensations, c'est-à-dire cette pratique, elle demande quand même à être bien présent pour que notre conscience, elle puisse aller dans un autre niveau. C'est un peu ça. Donc ça demande vraiment d'être présent là, parce que il faut pas rester dans le rêve, hein, parce que quand on dit vous devez avoir la sensation, on n'en sait rien. Il faut que ça soit quelque chose de concret, c'est-à-dire que nous on rend cette chose-là concrète quand on frappe sur une cible. Quand je prends un élève qui connaît pas ça, je lui dis donne un coup de poing sur une cible. Il frappe, il a une certaine puissance. Après, je lui donne 2-3 exercices, 2-3 positions à améliorer, où genre tu appuies un peu sur ton dos, mets ton pied comme ça, et il se rend compte que son coup est plus fort. Donc là, on est dans le concret, si vous voulez. Le problème du tai chi, souvent, c'est que les gens restent dans le virtuel. Mais la pratique permet ça assez facilement. Donc, je pense que ça, c'est un danger qu'il faut absolument éviter. Donc, pour faire foi sur ce que tu dis,
le KO, le Pro Fight Karaté, c'est quand même une réponse à ça. Donc tu es quand même à la fois un homme qui aime travailler le côté énergie, mais tu aimes bien les choses concrètes, les choses où la puissance, elle se développe. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce concept de Pro Fight Karaté? Bien évidemment, tout ça se rejoint, mais c'est un peu différent. Disons que j'ai une pratique personnelle, donc avec ce côté interne, avec tout ce que je vous ai expliqué. Et puis je dirais, j'ai un côté un plus professionnel où moi, si vous voulez, j'ai toujours aimé le karaté, j'ai toujours eu envie c'est pour ça que je suis entré à la fédération pour essayer de le développer en tant que directeur technique. Et j'ai envie de donner une certaine image du karaté. Depuis, oui, 15-20 ans minimum, le karaté, je pense, a changé un peu d'image dans le grand public, où les compétitions internationales de karaté maintenant sont devenues surtout c'est du sport. Maintenant, c'est devenu du sport. Alors, c'est pas une critique, c'est une constatation avec ses avantages. Nous, l'état d'esprit est différent. Quand on a commencé à pratiquer le karaté, je vous répète, vers les années 1960, donc le karaté est arrivé en France en 1958. Donc j'ai fait partie de la deuxième ou troisième génération de karatéka, mais on n'envisageait pas vraiment ça sous l'angle sportif. On envisageait ça vraiment sur l'angle du développement de l'individu, de ce qu'on allait pouvoir faire de notre corps et de notre esprit par la pratique du karaté. Donc, si vous voulez, je voulais redonner un petit peu au karaté la notion que les gens pensent que le karaté est quand même un art martial efficace. Et avec mon ami Alain Sétrouc, donc nous avons lancé ce concept du Pro Fight Karaté. Pour ça, pour montrer que les techniques c'est dans l'air du temps maintenant, au niveau sportif, avec toutes les pratiques de sport de combat qui vont jusqu'au KO. Donc on a voulu aligner le karaté sur ces pratiques-là. Merci pour ta réponse. Donc c'est vrai qu'on a une image du karaté un peu différente de fois de ce que tu viens de nous montrer. Donc aujourd'hui, cette compétition par KO, elle se passe en France ou elle a déjà une projection internationale? Non, pour l'instant, on a sûrement, on va, déjà, simplement pour vous dire que c'est pas simple non plus de lancer un tel concept, parce qu'on est dans un monde où il faut beaucoup d'argent. Les chaînes de télévision maintenant ne réagissent plus de la même façon. C'est-à-dire que dans le temps, vous alliez, les chaînes de télévision vous payaient pour passer à un événement. Maintenant, c'est le contraire. C'est vous qui payez pour passer à l'antenne. Donc, ça devient beaucoup plus compliqué. Avec les problèmes de crise maintenant, les sponsors, ça devient aussi très difficile. Donc, pour l'instant, on a un peu des difficultés pour savoir dans quel sens on va arriver à développer ce concept. Mais bien évidemment, nous, dès le départ, on n'allait pas se cantonner de rester en France. On est français tous les deux, c'était plus simple pour nous de démarrer par notre pays, mais bien évidemment, on va le développer si ça continue à l'étranger. On a eu beaucoup de succès, on a déjà réussi à faire 5 événements, donc ce qui n'est pas simple, et voilà, ça marche bien, on a un bon écho, ça plaît beaucoup. Bon, maintenant, c'est pas simple non plus. Le développement est quand même un peu compliqué. D'accord, mais vous y êtes dans la voie. Oui, on espère bien arriver à continuer aujourd'hui à développer. Et non, c'est un challenge intéressant, mais je vous répète, là, on se heurte vraiment à des problèmes économiques, des problèmes de diffusion qui deviennent assez complexes. Si je prends, on va dire presque en termes de, pas clôturer, mais comment pourrais-tu mettre en quelques mots les bénéfices d'une pratique du karaté pour la personne qui nous écoute et qui a déjà entendu parler mais qui peut-être ne connaît presque rien? Quels sont les bénéfices qu'on peut avoir par la pratique de cette art martiale?
Si vous voulez, déjà, il y a beaucoup de possibilités de pratiques différentes des arts martiaux. Maintenant, on ne parle plus d'un karaté, on parle de 5 ou 10 karatés différents. C'est-à-dire que vous avez un karaté de compétition, alors un karaté de compétition ce qu'on appelle les katas, c'est-à-dire la technique, les démonstrations techniques. Vous avez du combat, donc chaque partie comment dire que vous avez travaillé va vous amener, on va dire des bénéfices différents. Si on parle vraiment de la pratique du karaté art martial, je dirais que déjà il y a le côté concentration qui est extrêmement important, parce que on va développer son corps toujours sous l'influence de l'esprit, si vous voulez. Donc ce côté concentration qui est travaillé dans tous les sports, hein, un sprinter de 100 mètres se concentre ne serait-ce que pour le départ et pour rester bien dans sa course. Mais disons que nous, dès le début, normalement, ce côté concentration est important. Évidemment, ce côté concentration sert dans la vie courante. J'ai tendance à dire souvent que le karaté, lorsqu'il est pratiqué dans sa globalité, répond à pas mal de problèmes qui sont posés dans la vie de la société de nos jours. Bon, il y a le côté self-défense. Bon, vous pouvez t'attaquer, malgré tout, avec la pratique du karaté. Même si c'est pas seulement physiquement, mais même mentalement, on vous apprend à rester calme en cas donc de maîtriser, donc en cas d'agression, au moins même si, de savoir gérer la situation. Il y a le côté santé qui est important, parce que ne serait-ce que ça soit le côté forme physique, gymnastique ou le côté énergétique qui va vous travailler la santé. Il y a ce côté bien-être, hein, travailler sur soi-même, donc trouver une certaine se concentrer sur soi-même est quelque chose d'important. Les gens le négligent un petit peu maintenant. Donc voilà, ce sont quelques. Bon, il y en a d'autres. Je vais pas tout développer ici, mais je dirais que ce sont ceux qui me viennent le plus rapidement à l'esprit, si vous voulez. Hein, ce côté self-défense, ce côté maîtrise, et je pense déjà est important. Quand tu parlais de self-défense, il y a dedans, donc tu as eu plusieurs élèves, tu as pu remarquer quand l'élève il commence au niveau de la confiance en soi, est-ce que ça apporte beaucoup dans la confiance en soi? Est-ce que tu as remarqué ça dans la pratique avec tes élèves? Oui, bien sûr, oui. Ça, c'est très net, hein. Je sais pas, il y a même pas à l'expliquer. C'est quelque chose qui vient naturellement avec la pratique. Que ça demande, le karaté est relativement, je répète, exigeant. Il faut discipliner son corps. Donc, petit à petit, ça donne même, on change de comportement même dans la vie. On a plus confiance en soi. On apprend, je répète, à mieux gérer les situations. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement très net. Est-ce que tu as une petite histoire à nous raconter dans ta vie? Donc, est-ce qu'à un moment donné, tu as eu une confrontation en public où ça aurait pu tourner mal et cette maîtrise que tu avais acquise pendant de cette pratique t'a aidé? Est-ce que tu as une petite histoire? Si vous voulez, je vais peut-être un peu anticiper sur le discours de tout à l'heure, mais justement, dans le karaté, donc il y a beaucoup de principes de combat. C'est pour ça que moi j'ai eu à faire beaucoup à des groupes d'élite comme le GIGN ou des choses comme ça, où on a eu beaucoup d'échanges. Puisque le GIGN a été créé en gros dans les années 70-75. Donc dès le début, les gens qui devaient rentrer au GIGN devaient pratiquer un art martial, que ce soit du judo, du karaté ou de l'aïkido. Et moi, j'avais des élèves qui rentraient dans ce groupe. Donc j'ai eu affaire
aussi avec eux. Et donc tout cet entraînement, je vous répète, est surtout psychologique. Et moi, je suis donc parti à un moment de ma vie, j'en avais assez d'enseigner des principes de combat dans une société complètement sécurisée. Bon, je dis assez souvent en rigolant à mes élèves, bon, à Paris, la vigilance, il faut faire attention à la contractuelle qui va venir vous mettre une contredanse. Mais à part ça, bon, à part si on va dans les quartiers particuliers, mais sinon, on est quand même dans une société où on est quand même assez protégé. Donc moi, j'en ai eu un peu assez de ça. Je suis parti en Afrique, m'occuper d'une réserve animalière. Et quand vous vous trouvez en pleine brousse, devant un braconnier, bon, ben, vous avez un fusil, mais il y en a un aussi. Et le problème, c'est que lui, il n'a pas envie d'être arrêté. Et on est dans des pays où la vie n'a pas une importance extrême. On ne sait jamais comment ça va tourner. Très souvent, ça se termine en rigolade. Mais moi, j'ai eu un garde qui a été tué, par exemple. Bon, des fois, ça se termine en drame. Donc là, vous devez savoir gérer une situation, savoir jusqu'où vous pouvez aller, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, et là on est vraiment sur le fil du rasoir. Donc là, je pense que ça mon expérience en karaté m'a beaucoup servi. Merci. Donc, je voudrais revenir sur le côté inspiration. J'y vais me permettre de rentrer un peu dans ta vie personnelle. Donc, jusqu'à là, on a parlé un petit peu de ta vie professionnelle. Mais je sais, donc, ce fait quand tu es parti en Afrique et que tu as pris en charge une réserve. Donc, je sais qu'avant ça, tu avais une vie, on va dire matériellement, c'est la vie que la plupart des gens y rêvent. Donc, tu avais une super maison, tu avais une super vie, tu habitais dans un lieu super privilégié qui s'appelle Cassis, c'est ça? Oui, j'avais une maison à Cassis, effectivement. Oui, bon, j'étais très très à l'aise matériellement. Bon, au niveau de la fédération de karaté, j'avais un poste international, donc avec ce poste, je voyageais beaucoup. On descendait dans les beaux hôtels, donc effectivement, du côté matériel, tout se passait bien. Et donc, je viens sur ce sujet justement parce que dans ma pratique professionnelle, je remarque que beaucoup de gens, ils ont l'impression qu'ils seront heureux une fois qu'ils auront un bon niveau de vie au niveau financier. Ils ont l'impression, même la plupart de la société, c'est pour ça que la plupart, ils vont travailler tous les jours, parce qu'ils ont cette ambition de dire le jour que j'aurai une bonne maison, une bonne voiture, une bonne compte en banque et tout ça, je serai heureux. Mais en connaissant ton histoire, je trouve qu'elle est une histoire qui inspire beaucoup dans le sens du courage et dans le sens de retrouver un nouveau sens. Donc tu avais cette vie, tu m'avais dit tout à l'heure, on a discuté quelquefois, qu'à un moment donné, tu t'ennuyais un peu avec cette vie qui, dans l'apparence, elle était parfaite, mais à l'intérieur, tu ne te sentais plus dans ce sens. Tu me disais que bon, tout le matin, tu te levais pour aller au bureau, ça a été devenu un peu bureaucratique. Alors, qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience et ce changement, parce que tu as passé d'une vie de rêve à aller en Afrique, à vivre avec la nature et avec toutes les contraintes que ça implique. Est-ce que tu as envie de nous partager un peu quel a été le déclencheur pour que tu retrouves du sens dans ta vie? Oui, vous savez, mais je pense pas que ça serve d'exemple. Je pense nous sommes tous différents et nous avons des réactions différentes, des besoins dans la vie différentes. Ne serait-ce que souvent, j'explique ça par rapport aux fantasmes. Nous avons tous des fantasmes. Je pense que pour certaines personnes, il faut absolument, surtout qu'ils restent dans le fantasme. Hein, c'est ce qui est le meilleur pour pour eux au niveau de l'équilibre. Puis il y a des gens qui ont besoin de réaliser leurs fantasmes. Bon, moi je fais partie, je dirais presque malheureusement, parce que ça complique les choses, je fais partie de ces gens qui ont besoin de réaliser leurs fantasmes. D'un autre côté, je pense aussi que la vie, il y a il y a forcément une part de hasard. Bon, moi je vous ai expliqué, j'avais 20 ans, bon, par hasard, j'ai découvert le karaté, je me suis donc lancé dans cette aventure de karaté. Je dirais que là aussi, presque par hasard, je me suis trouvé
retrouvé donc directeur technique, c'est-à-dire que de pratiquant de karaté, je suis devenu pratiquement un bureaucrate. Il a fallu que je pense ma discipline et tout. Et ce côté bureaucrate que j'avais pas du tout envisagé au départ a fini par prendre énormément d'importance. Ce qui fait qu'au fur et à mesure des années, au bout de 15 ans ou 20 ans, ça occupe ce côté, je répète, bureaucrate occupait pratiquement toute ma vie. Et ça, c'est pas quelque chose qui me ressemblait, c'est pas quelque chose que j'avais désiré. J'étais arrivé là par hasard. Alors bien sûr, ce développement, comme on le disait tout à l'heure, m'amenait à un confort matériel, mais au niveau intellectuel, c'est pas quelque chose qui me nourrissait énormément. Or, en ce qui me concerne, j'ai besoin, je peux pas vivre que pour le matériel. C'est pas, ça remplit pas ma vie. Donc j'avais cette envie depuis très très longtemps un de mes moteurs, ce sont les animaux. J'adore les animaux. Je voulais m'impliquer dans la préservation des animaux sauvages. Donc j'ai cherché un petit peu, et puis un jour j'ai décidé de passer de franchir le cap. J'ai dit il faut absolument que j'aille réaliser cette envie que j'ai en moi. Parce que je veux pas, lorsque je serai encore plus vieux, si j'ai le temps de me poser quelques questions, je voulais pas avoir ce regret de me dire, voilà, par manque de courage, tu es passé à côté d'une partie de ta vie. Et donc voilà, à un moment, il fallait. Mais là, c'est même pas une question de courage, parce que ça devient tellement vital pour vous qu'on passe le pas. Je dirais que presque le courage, ça serait de rester là où on est. Non, on est poussé à faire autre chose. Donc voilà, moi j'ai tout laissé ici et pour essayer de me remettre en question. Bon, je pense que les arts martiaux ont quelque chose à voir aussi là-dedans, parce que je suis pas parti m'établir dans le premier pays où je voulais aller, c'était Haïti, hein. Donc Tahiti, c'est quand même un pays de rêve. Là, le Sahel et dans le nord du Burkina, au centre du Burkina, c'est quand même beaucoup moins idyllique. Et voilà, je voulais me remettre dans certaines épreuves pour voir si j'allais arriver à les surmonter. Et bon, à ce moment-là, il n'y a plus de quotidien. Tous les jours, il se passe quelque chose de nouveau. Et bon, on retrouve effectivement. Ça devient beaucoup plus dur. Quand vous êtes moi, je dors très peu la nuit. Quand on est à la lueur de la bougie, on se rend pas compte, mais une lueur de bougie, quand il fait 40 degrés, ça dégage énormément de chaleur. Je peux vous dire que pour lire, c'est pas simple. Et donc voilà, il fallait que je parte. Donc je l'ai fait. Je suis parti. J'ai trouvé une réserve. Là aussi, c'est le hasard, parce que moi, je suis parti de France, je partais pour le Cameroun. Bon, je savais les difficultés que j'allais trouver sur la route, mais j'ai pas pu passer un pays qui s'appelle le Nigeria. Et donc, je suis resté un peu coincé du côté de l'Afrique de l'Ouest. Et là, j'ai trouvé une réserve. Quand on cherche, on trouve. Donc, j'ai trouvé ma réserve. Quand on cherche, on trouve. C'est un très bon principe. Et tu es resté là-bas pendant 6 ans. Oui, je suis resté là-bas 6 ans, voilà, exactement. Et après, tu es venu, il t'a tout laissé aussi là-bas pour revenir ici et repartir. Alors, alors c'est pareil, quand on parle de l'Afrique, ça veut pas dire grand-chose. Il faudrait un peu plus. L'Afrique c'est un continent. Hein, entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, on vit pas. Sont pas les mêmes conditions climatiques ni la même société. Donc moi j'étais au Burkina Faso. C'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc on va dire que l'Afrique de l'Ouest, pour la plupart des pays, sont francophones. C'est-à-dire que pour nous, c'est le système de loi, le système, déjà la langue. Donc pour nous, c'est beaucoup plus facile. Donc j'avais déjà étudié un petit peu. J'ai fait plusieurs voyages de reconnaissance, donc je savais à peu près où j'allais aller. Et après voilà, je me suis lancé. Je voulais y aller par la route. C'était possible à l'époque. Je suis content de l'avoir fait à ce moment-là, parce que maintenant ça serait absolument impossible. Oui, j'étais parti. Alors j'ai choisi la bonne idée de partir le 1er novembre de Paris, ce qui fait que je suis parti dans les embouteillages monstres. J'aurais pu partir le 5, hein, mais non, je sais pas pourquoi. Je suis parti le 1er novembre, et je crois que j'étais à Tombouctou début janvier,
quelque chose comme ça. J'ai été à Tombouctou en passant par le Maroc, parce qu'à l'époque, on pouvait déjà plus passer par l'Algérie. Enfin, c'était très compliqué de passer par l'Algérie. Donc voilà, le Maroc, la Mauritanie, et puis arriver en Afrique subsaharienne par le nord du Mali. Voilà, et puis après, se promener un peu dans tous ces pays, et voilà, je suis d'abord parti au Bénin, où j'avais des connaissances. Du Bénin, je suis reparti au Burkina, et là, toujours vrai, on va pas parler de chance, mais voilà, j'ai réussi à trouver ma réserve. On va dire un peu par chance. Donc tu dis quand on cherche, on trouve, c'est peut-être là la chance. Oui, ça c'est bon. On va pas revenir sur les bonnes vieilles généralités sur la chance. C'est vrai qu'on en a tous. Bon, faut savoir la prendre au bon moment. Mais non, la chance c'est quelque chose qui se crée. Enfin là, j'avais envie de réaliser j'avais quand même mis des ingrédients pour réaliser ce que j'avais envie de faire. J'avais déjà pris des contacts avant de partir de France. Je savais quand même, j'avais étudié beaucoup les problèmes des réserves, ce qu'il fallait faire pour obtenir une réserve. Donc voilà, j'ai réussi à mettre tout ça en route. Si vous voulez, en gros, puisqu'on est là-dessus. Bon, j'avais profité de mon poste de directeur technique mondial. Bon, j'avais des élèves un peu dans tous les pays au monde, et j'avais notamment un de mes élèves qui travaillait à la Banque mondiale à Washington. Et il m'avait donné les contacts des succursales, on va dire, de la Banque mondiale dans tous les pays où je passais. Et quand je suis arrivé au Burkina Faso, j'ai pris un jour, je prends contact avec le responsable de la Banque mondiale, et il me donne rendez-vous. Donc je vais dans son rendez-vous, dans son bureau. Et au moment où je suis dans son bureau, il me dit écoutez, on va continuer la conversation sur le chemin. Je vais voir le directeur de l'environnement parce qu'on a une mission à remplir. Donc très bien, je pars avec lui. Et quand je suis dans le bureau du responsable de l'environnement du Burkina Faso, ils étaient en train de monter une expédition, on va dire, dans le nord du Burkina, la frontière malienne. Il reste un troupeau d'éléphants. Bon, c'est le troupeau d'éléphants qui vit le plus au nord en Afrique. Après, il y en a plus. Il y a à peu près 1000 éléphants qui transitent entre le Burkina, au fur et à mesure des saisons, avec la saison des pluies et suivant comment les mares s'assèchent ou ont de l'eau. Donc, ils étaient en train de monter une expédition pour aller faire justement le recensement de ce troupeau d'éléphants. Et moi, me trouvant dans le bureau, je dis écoutez, excusez-moi, mais moi, bon, ça a toujours été mon rêve, je voulais faire ça. Je vous demande rien, j'ai ma voiture, je suis indépendant. Est-ce que je peux vous suivre ? Ils m'ont dit oui. Bon, venez avec nous. Bon, donc ce qui fait que je suis parti avec eux dans le désert là chercher ces éléphants. Et donc comme souvent, bon, on était resté quand même 3 semaines. Donc pendant 3 semaines, j'ai côtoyé le directeur de l'environnement du Burkina Faso. Donc ça crée quand même des liens. Et à un moment, je lui ai dit, écoute, moi je suis au Burkina, je cherche une réserve. Est-ce qu'il reste pas quelque chose ? Donc comme on était devenus, disons, un petit peu amis, il m'a dit, écoute, voilà, il reste 2 réserves au Burkina, va les voir et dis-moi ce que tu veux faire. Et donc, j'en ai choisi une des 2, et il m'a beaucoup aidé pour pouvoir l'obtenir. Et pour qu'on puisse avoir une image, cette réserve, c'était quoi comme... au niveau géographique, il y avait combien d'hectares ? Alors ça s'appelait exactement la réserve des 2 Balais, qui se trouve dans un village, on va dire, qui s'appelle une ville suivant la notion africaine, qui s'appelle Boromo, qui est vraiment au milieu du Burkina Faso, entre les deux grosses villes que sont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. C'est une réserve qui fait 4000 hectares. J'avais un petit problème parce que, comme dit, il y avait 4000 hectares et 4000 personnes autour. Qu'il fallait empêcher de venir, parce que les gens vivent évidemment d'une façon très très pauvre, donc il faut bien qu'ils arrivent à manger d'une façon ou d'une autre. Donc ils ont tendance évidemment à rentrer dans les réserves pour aller chercher du bois, pêcher, les herbes médicinales. Bon, tout le monde rentre dans la réserve, et moi j'avais quand même 4 gardes avec des vélos, et j'étais censé empêcher 80 000 personnes à peu près de rentrer en réserve. C'est vous dire si on était efficace. Bon, on a quand même fait des choses, mais voilà, moi j'avais des moyens personnels.
J'étais pas un chercheur, je faisais pas partie de comment ça s'appelle déjà, enfin de grosses associations internationales. Donc il fallait que je me débrouille, tout seul. Bon, je pense que malgré tout, j'ai avoir fait un certain travail. Et là, dans cette réserve, il y avait plus énormément d'animaux. Hein, ça avait quand même été beaucoup décimé. Bon, il restait essentiellement des éléphants. Il y avait à peu près un troupeau, pareil, qui se baladait un petit peu, mais de 350 éléphants. Bon, je pense que j'espère leur avoir prolongé un peu la vie, peut-être d'une 50aine d'années, en relançant un programme, en attirant de nouveau l'attention sur eux. Et voilà, bon, si déjà j'ai pu faire ça, c'est déjà pas mal. Alors vous avez dit quelque chose d'important, parce que le Burkina Faso, c'est quand même le pays du vélo. Oui, entre autres. Oui, ben j'avais un campement touristique, j'ai reçu Bernard Hinault. Bah oui. Il y a quand le tour quand du il Burkina faisait Faso. Oui, il y a le tour du Faso, et c'est une grande aventure. J'ai reçu Bernard, qui est un homme assez extraordinaire. On a passé une soirée ensemble à mon campement à ce moment-là. Oui. Et bon, Guy, il vient vraiment de nous donner une clé, à mon avis. Donc, La vie devant soi, c'est un programme, c'est une émission de développement personnel. Et j'ai pu saisir dans ton témoignage que la grande clé, c'est ce qu'on appelle la chance, c'est quand les deux facteurs se retrouvent, la préparation et l'opportunité. Donc toi, tu t'avais bien préparé et l'opportunité, elle s'est mise sur ta route. Alors, et là, on peut dire que tu as eu de la chance. Alors écoutez, là on va revenir. Bon, c'est un peu basique. Moi, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, donc qui était l'alchimiste de Paulo Coelho. Je l'ai lu au moment où c'était pas encore devenu un best-seller international. Et c'est un livre qui m'a beaucoup parlé parce que je pense que dans ce livre, il y a quelques clés qui, encore une fois, on a tous des réactions différentes. Bon, déjà, l'essentiel de ce livre, c'est quand même déjà de réaliser sa légende personnelle. Et bon, évidemment, moi, c'est quelque chose que j'avais en moi, et donc ce côté réalisé, sa légende personnelle, c'est important. Et dans ce livre aussi, il dit que lorsqu'on désire réellement quelque chose, bon, il emploie un peu ces mots-là, que l'univers entier conspire à vous le donner. Oui. Bah, je crois que c'est vrai. C'était à partir du moment où vous voulez tellement quelque chose, vous devez mettre en place des systèmes qui font que finalement le résultat arrive. Bon, il arrive pas tout seul. Il faut quand même initier la chose. Mais voilà, ça finit par venir. Mais bon, il faut le vouloir. Sans trop vouloir entrer dans le côté métaphysique de la chose. Là aussi, il faut pas rester dans le rêve. Il faut quand même passer un moment à du concret. Voilà. Mais j'aimerais, parce que tout à l'heure, tu me disais que bon, t'as des choses que t'aimerais quand même partager avec les gens, les histoires que t'as vécues en Afrique, mais que des fois tu n'oses pas parce que les gens, ils vont pas le croire, ils vont avoir du mal à l'accepter. Mais là, à Radio Doc, on a une ouverture énorme et j'aimerais bien revenir sur ce concept de la croyance. Tu me racontais tout à l'heure que les chasseurs en Afrique sont des gens qui ont des pouvoirs. Donc ils ont des pouvoirs parce que le grand chef, il le dit, tu me disais par exemple, toi tu es invisible, donc si un lion se croise avec toi, il va pas te voir. Est-ce que tu pourrais nous donner des petits exemples de comment le système de croyance il joue un rôle tellement important, même si c'est en Afrique aussi, mais en Afrique c'est plus visible parce que c'est plus en contact avec la nature. Oui, c'est en contact, ça dépend où on est. Disons que la superstition est restée quelque chose qui fait partie du quotidien en Afrique. Beaucoup de gens prennent des décisions par rapport à des critères qui sont des critères que nous on appelle de superstition. Et ça, moi j'ai mis un peu longtemps à le comprendre, mais après c'est une donnée que j'avais intégrée dans tous mes raisonnements quand je parlais avec les gens, quel que soit le niveau de la société, je restais je gardais toujours présent l'esprit. Par exemple, je suis passé au Bénin. Alors déjà dans tous les pays africains, la superstition est importante. Au Bénin, c'est encore amplifié parce que c'est le pays du vaudou et là c'est encore c'est beaucoup plus.
Donc, au niveau de on va appeler la tradition en Afrique, il y a certaines castes, qui ont, par exemple, les forgerons, naturellement, ont des pouvoirs de comment dire, magiques, et les chasseurs aussi. Donc, dans le temps, les chasseurs, c'était un peu eux qui faisaient la police dans les villages. Et donc, dans les chasseurs, on a un chef chasseur. Lorsqu'on est apprenti, lorsqu'on tue une proie, on doit une partie de cette proie, on doit la donner au chef des chasseurs. Les chasseurs étant des gens qui vont dans la forêt, dans la brousse la nuit, qui sont des endroits un petit peu dangereux, ils ont besoin d'être protégés par des, donc tous les chasseurs ont des gris-gris qui sont sur eux, et certains ont des protections particulières où le chef des chasseurs leur donne une protection contre les serpents, contre tel ou tel animal, ce qui les rassure et qui leur permet d'aller chasser dans la brousse. Donc voilà, moi je suis rentré effectivement dans la société des chasseurs traditionnels qui se trouvent dans tous les environs de Biobío-Dioulasso, mais ça va jusqu'au Mali, ça va en Côte d'Ivoire, ça s'étend énormément. Et le fait de faire partie de cette société de chasseurs me permettait, il y a un travail à faire lorsque vous allez à une réserve. On appelle ça de la sensibilisation. Il faut aller dans les villages qui jouxtent la réserve pour leur expliquer, écoutez, comme je te disais tout à l'heure, ce sont des gens qui meurent de faim, sont des gens qui essayent déjà d'arriver au lendemain, donc leur parler de sauver la nature pour nos enfants et dans 50 ans ou dans 100 ans, c'est une notion qui les atteint pas trop. Les pauvres, ils sont dans la survie. Ils essayent déjà d'aller jusqu'au lendemain et la semaine d'après. Donc c'est pas simple. Donc on fait tout un travail, ça s'appelle de la sensibilisation. On rencontre les chefs des villages. On essaye de parler avec eux. Mais il faut leur amener quelque chose en compensation parce que sinon c'est pas la peine. Hein. Et donc quand je parlais avec ces chefs de village, le fait de faire partie de cette société de chasseurs me servait énormément. Je sais pas, si vous voulez une anecdote qui peut paraître peut-être un peu incroyable vu d'ici. Moi j'avais établi mon campement à côté d'un fleuve. Et ce fleuve, de façon absolument invraisemblable, moi quand je suis rentré en France en 82, 83, je sais plus, on avait eu une grosse sécheresse là quelques années après, et dans mon campement au Sahel, on était inondé parce que il y avait tellement d'eau que le fleuve avait débordé, il avait inondé tout le campement. Donc ça arrive relativement régulièrement. Et il y avait un jour devant mon campement, je vois passer une hippopotame avec un petit. Donc, et elle remontait manifestement, elle avait dû être emportée par les crues, et donc elle remontait vers là où elle était, vers son territoire d'origine. Donc ça m'embêtait un peu, parce que je me suis dit, elle était quand même encore à peu près à 80 km de là, à mon avis, de là où elle voulait aller. Donc je me suis dit, il va lui arriver quelque chose sur les 80 km. Donc là-bas, si vous voulez, tout marche par caste. Donc je suis allé rencontrer le chef des pêcheurs du fleuve, et donc évidemment avec des traducteurs et tout. Hein. Donc je suis allé le voir, je dis voilà, je me suis présenté, je dis je suis la personne qui habite là-bas. Donc malgré tout, moi je fais partie de telle et telle confrérie, donc qui comprennent bien que je faisais aussi partie, on va dire, de la tradition africaine. Et je lui dis écoute, je veux que tu donnes des herbes, je veux que tu donnes quelque chose aux hippopotames pour qu'ils restent là. Alors évidemment, je lui avais quand même collé un problème. Donc il me dit mais écoutez, là c'est quand même très difficile parce que les éléphants et les hippopotames, c'est vrai qu'en général les éléphants et les hippopotames s'entendent pas trop. Bon. Alors je dis très bien, mais écoute, je te préviens, je veux que l'hippopotame elle remonte jusqu'à la source, vous allez vous en occuper, vous la surveiller, vous allez faire attention à ce qu'elle remonte bien. Bon, j'avoue que j'ai jamais vérifié, mais vous voyez à quel point on revient à l'histoire de la sorcellerie. Ce sont des choses qui sont naturelles. Là-bas, on parle de donner des herbes, on parle de donner des produits, on parle de mais encore une fois, c'est quelque chose de normal, ça fait partie de la société. Et ça marche, dans certains cas, c'est sûr que ça marche. Oui, ce que c'est vraiment étonnant, c'est de voir
qu'en Afrique ça se passe comme ça, mais ici ça se passe pareil, même si on n'est pas dans le même Évidemment, habitat. il y a encore maintenant, mais c'était il y a une centaine d'années, dans toutes les campagnes, on avait il y avait ces histoires de sorts, de corbeaux, etc. Enfin, ça fait partie de la société humaine. Mais bon, disons que là-bas, là je parle dans ce qu'on appelle la brousse, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle la campagne ici. Ça reste très vivace. Donc je propose de faire une petite pause pour mettre un peu de musique et on revient après. Si vous avez envie de poser une question, n'hésitez pas. Vous avez la ligne disponible, le 05 63 04 40 15. Et je vous dis à tout de suite. La vie est un kung-fu fighting. Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Doc. Je veux revenir, donc si vous avez envie de connaître le travail qui a été développé pendant plus de 30 ans par Guy Sauvin, vous pouvez visiter son site www.akdtm.com et vous avez aussi la liste des stages. Donc Guy Sauvin, aujourd'hui, j'y vais le poser quelques questions au sujet de ces stages, mais les stages, je suis avec son site devant moi, donc il y a des stages à Bagnolet, c'est sur Paris, j'imagine. Oui, si vous voulez, il y a plusieurs choses. Je donne des cours assez régulièrement, à Paris toutes les 6 semaines à peu près, effectivement à Bagnolet. Et puis je fais des stages un peu dans toute la France. Mais bon, ça s'adresse essentiellement aux pratiquants de karaté. Mon ami Bernard Sautarel, lui, fait des stages chez lui. Vous pouvez également regarder son site, mais enfin, il est déjà archi complet. Donc, je pense pas que vous trouviez de place. Et pour les pratiquants de karaté, je fais des stages dans ce qu'on appelle les ligues, les régions françaises, on va dire. Et il suffit là de consulter les sites de la fédération pour savoir où ont lieu ces stages. D'accord, donc vous pouvez trouver toute l'information, soit sur le site de la fédération, soit sur le site de Guy Sauvin, www.akdtm.com. Je voudrais juste, en termes de clôturer notre émission, revenir. Donc, Guy nous a donné beaucoup d'exemples. Donc, d'abord, dans les arts martiaux, ce que c'est vraiment important, c'est comme dans la vie, c'est de savoir ce qu'on veut. Donc, du moment qu'on sait ce qu'on veut, oui, ça facilite les choses quand même. Je pense, quand on sait pas trop, souvent on sait pas ce qu'on veut, voilà, on risque pas de trouver. Oui, je pense que déjà, il faut un objectif, et puis après, il faut mettre en place les stratégies qui permettent de l'obtenir. C'est relativement simple. Même s'il a l'air d'être simple, Guy, moi, dans mon côté professionnel, donc quand je travaille en tant que coach, je remarque que c'est, pour la plupart des gens, c'est très difficile de répondre à les questions. Qu'est-ce qui me rend heureux, ou heureuse, ou qu'est-ce que je veux dans la vie? Ça a l'air simple, hein, et en plus, quand on écoute ton exemple, on dit, c'est très clair. Mais dans la pratique, c'est très difficile. Non, je ferai quand même une distinction. Moi, j'ai pas dit qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui peut rendre heureux. Hein. Ça, c'est encore un autre vaste sujet. Non, mais des fois, on a ne serait-ce que des envies dans la vie. On revient à l'histoire de réaliser sa légende personnelle. Voilà, c'est vrai que une des expressions, d'ailleurs, qui commence un peu à m'énerver maintenant, mais qu'on entend régulièrement, c'est j'ai réalisé un rêve d'enfant. Mais c'est quand même une réalité. C'est-à-dire qu'enfant, on avait des rêves. Bon. Et ces rêves, pour des raisons X et Y, souvent, on s'en éloigne. Bon. Et finalement, des fois, la plupart du temps, d'ailleurs, on vit des rêves qui sont complètement des vies, excusez-moi, qui sont complètement à l'opposé des rêves qu'on avait étant enfant. Et quand on arrive à faire la jonction, dire voilà, allez, j'avais ce rêve-là étant enfant, je vais arriver à faire la jonction et le vivre. Bon, déjà, alors c'est peut-être pas une source de bonheur, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est au moins peut-être une source d'équilibre et de satisfaction et oui, encore une fois, d'une grande satisfaction, donc qui met un peu en accord avec soi-même. Et je pense que déjà ça, c'est déjà un bon résultat.
Alors, que pourrait-on dire aux gens qui disent, mais j'ai du mal à savoir quels sont mes rêves? Parce qu'il y a des gens qui me posent cette question, ils me disent, oh ben, je ne sais plus quels sont mes rêves, je ne sais pas ce que je veux de la vie. Que peut-on dire à ces gens-là? Ah là, j'avoue que tu me poses une colle. Non, là, je peux pas trop répondre. Hein. Moi, après, je peux expliquer comment je pense, comment j'ai essayé de diriger un peu ma vie personnellement. Maintenant, pouvoir donner des conseils aux autres, c'est très difficile. Et bon, là, j'avoue, je peux pas trop répondre. Hein. Si tu veux, si quelqu'un te dit, bon, j'ai pas de rêve, je sais pas ce que je veux. Là, je sais pas comment lui donner la clé, là. Mais à un moment donné dans ta vie, tu t'as aperçu que tu n'étais pas dans cette voie d'accomplir ta légende personnelle. Moi, je suis entré dans le karaté. Ça a rempli une très pratiquement toute ma vie d'adulte, où j'y ai trouvé beaucoup de plaisir et d'épanouissement. Et j'ai quitté. Parce que c'était le début d'une aventure, donc il y avait, comme toujours, il y a tout le côté humain qui est derrière. À partir du moment où cet organisme, la Fédération de karaté, s'est développé de telle façon que c'est devenu une grosse machine, donc avec beaucoup moins de le côté humain, le côté personnel. Bon, là, je ne m'épanouissais plus à l'intérieur de ce système et je l'ai quitté pour retrouver autre chose. Mais ça, c'est un fonctionnement personnel. Moi, j'ai besoin de passion pour vivre. Donc voilà, il faut que je vive avec ça. Mais je pense que tout le monde n'a pas forcément le même besoin. Mais alors, si je peux conclure, ce qui peut vraiment aider les gens, c'est se connaître à soi-même. Ah ben ça, connaître soi-même, c'est sûrement une des pensées les plus importantes. Bon, je vais pas dire de l'humanité, mais enfin, c'est quand même une pensée extrêmement importante. Oui, connais-toi toi-même, c'est déjà, essayer déjà, c'est un bon départ. Oui, parce que on remarque assez souvent, les gens, ils font des choses, soit des études, soit une carrière professionnelle, basée sur ce que les parents ou la société attendent d'eux. Donc, des fois, ils ne se donnent pas le temps de se connaître pour savoir quelles sont les envies qu'ils ont vraiment au fond de eux-mêmes. Oui, tout à fait. Oui, je pense, oui, bien sûr. Moi, j'ai des copains qui ont fait des études, même des médecins, qui ne voulaient pas être médecins. Mais son père était médecin, tout le monde le disait que c'était un bon métier. Donc la société, en tout cas la nôtre actuelle, elle essaye de diriger les gens vers la sécurité. Et quand on remarque ça, donc ton expérience en Afrique, à moi, elle m'inspire beaucoup, parce que tu es obligé de baser ton fonctionnement dans le ressentir du moment présent, et pas dans le système de croyance de te dire sécurité, parce que la plupart de la recherche de la sécurité, elle est basée sur la peur. On cherche beaucoup à se sentir en sécurité parce qu'on a peur. Donc notre société, elle est beaucoup basée sur la peur. Ce côté qui t'a apporté, que tu as décidé de partir vers l'accomplissement de ta légende personnelle. Donc si tu n'étais pas axé sur la peur, quel était le moteur qui te mettait en marche, Guy? Non, tu parles de la peur, mais justement, l'inconnu, pour la plupart des gens, c'est une peur oui. Importante. Donc il faut passer ce cap. Il faut absolument pas... il faut passer le cap, d'avoir peur de l'inconnu. Il faut passer le cap du matériel. On a tous, quand on a 50 ans ou 55 ans, on a tous acquis quelque chose dans la vie. Si on continue à dire, ce qui est important pour moi, c'est la petite cuillère qui me vient de l'arrière-grand-mère, et puis les draps de lit ou le service à champagne de mon arrière-grand-oncle, on reste à ce moment-là, on bouge pas et on reste sur place. Donc il faut faire abstraction de certaines choses, hein, et voilà, aller vers l'inconnu. Mais quelque part, c'est se remettre en question, et c'est vrai que, sincèrement, c'est une des choses quand même qui, pour un être humain, se remettre en question, c'est quelque chose d'assez compliqué en général. Est-ce que tu as eu des moments quand tu as été face à des choses qui demandaient une décision, est-ce que tu as eu des moments où tu as senti vraiment la peur?
où tu étais dans le doute, tu ne savais pas quoi faire. Et comment tu t'es en sorti de là? Faut que je réfléchisse un peu. La peur, non, je sais pas si j'ai vraiment eu peur. Tu parlais Non, de la maintenant peur de on l'inconnu. est dans le. Ouais. Il y a une autre phrase que, tu sais, des fois on s'inspire de grandes phrases comme ça, qu'on se trimballe toute sa vie. Mhm, Il y a une phrase que j'aime beaucoup aussi, c'est la réflexion tue l'action. Bon, c'est-à-dire, je pense qu'il y a un moment, il faut arrêter de réfléchir. Et donc, voilà, quand vous êtes dans l'action, alors ça n'empêche pas de bien se préparer, voilà, pour essayer d'avoir la réaction la plus juste possible. Mais voilà, après, et là, on vit un peu plus pleinement parce que effectivement, bah, il faut réagir sur le moment. Et sur le moment, on n'analyse pas ces sentiments. C'est par la suite qu'on se dit, ah bah tiens, là, je l'échappais belle, ou là, tiens, ou j'ai eu raison, j'ai eu tort, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Mais après, on est dans l'action. Et ça, je pense que au niveau du ressenti, c'est quelque chose qui est très intéressant. J'aimerais bien te poser une question. Quand tu es face à une situation qui te demande de choisir, quelle est la façon que tu utilises pour savoir qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Ben moi, très souvent, alors effectivement, j'ai basé un peu ma vie sur deux façons d'agir, tu vois, à la fois sur la réflexion, c'est-à-dire anticiper, réfléchir, analyser, mais aussi, et ça c'est ce qui a dérouté beaucoup de gens qui étaient à mes côtés, qui des fois ne comprenaient pas mes décisions, pourquoi j'allais d'un seul coup dans ce sens-là, bah c'est mon instinct. Tout bêtement, voilà, j'ai arrêté de réfléchir, dire voilà, tiens, il y a ça, paf, j'y vais. Voilà. Donc ça, évidemment, ça peut, dans la société dans laquelle on vit, ça, c'est un peu déroutant. Mais moi, j'ai beaucoup aussi fonctionné comme ça. On parle beaucoup aujourd'hui dans la psychologie moderne de cet instinct. Oui. Comment Je fais pas de psychologie moderne. Oui, Donc. mais comment pourrais-tu donner quelques clés ou quelques repères parce que c'est vrai qu'on va beaucoup dans cette direction. Les gens, ils sont de plus en plus intéressés à développer ce côté instinctif. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Donc, tu as quand même fait beaucoup de choses, tu as pris des décisions. Je pense qu'on est fait, on est constitué d'une certaine façon. Bon, moi, c'est quelque chose, voilà, a priori que je fais. Enfin, tu me dis que c'est une recherche actuelle en psychologie, bon, je suis un peu interloqué, disons, mais bon, j'en sais rien. Donc, je peux pas donner de clés ni de conseils. Je sais pas comment ça marche, je connais pas les mécanismes. Mais toi, quand tu es face à la situation, donc tu vas suivre ton instinct. Oui. Qu'est-ce qui te donne cette force pour le suivre? Et pour ne pas suivre l'autre côté qui va commencer à douter, à dire bon peut-être est-ce que donc il y a une force qui te dit c'est par là et j'y vais. C'est une ressentir dans ton corps. Est-ce que tu peux le traduire, juste donner un témoignage de comment ça se passe chez toi? Non, je pense pas que enfin disons que ça. C'est un peu contenu dans le terme instinct. Bon, c'est quelque chose qui se réfléchit pas, qui s'analyse pas. Voilà, c'est on le sent. Voilà, c'est tout. Après, c'est difficile de donner une explication à ça. Et quand tu le dis, on le sent. C'est clair pour toi. C'est une sensation dans ton corps. Comment ça devient clair pour toi que c'est ça? Je dois le faire et j'y vais. Bah, la plupart du temps, c'est. Je suis en train de réfléchir en même temps que tu me poses la question. J'aurais eu tendance à dire que c'est plus mental que physique. Bon, bien même si des fois il faut bouger physiquement. Je sais pas, t'as l'esprit qui analyse la situation très très vite et qui te donne qui t'emmène vers une réponse. Voilà, maintenant, savoir comment ça se passe, pourquoi, comment, je suis absolument incapable de l'expliquer. Bon, je vais ramener ça un peu à comment dire, on va revenir au karaté, donc, et on parlait tout à l'heure du bushido. Dans les arts de guerre, bon,
les samouraïs disaient que pour vaincre en combat, il y avait trois principes à retenir. Bon, la première chose, c'était la vigilance. Bon, qui était important. Après, il y a l'abandon de soi-même. Hein, quand on veut agir, et c'est vrai que quelqu'un qui est prêt à tout, quand on dit voilà, il est fou, donc il est prêt à n'importe quoi, donc ça donne une certaine force. Et puis la troisième chose qui moi me paraît aussi extrêmement importante, c'est être soi-même. C'est-à-dire qu'il y a certaines situations, des situations dans les, comme vous dites tout à l'heure, on est dans une société relativement sécurisée. Ici, on peut tromper un peu les gens avec des paroles, avec, je sais pas moi, avec certaines choses. Quand vous êtes dans une situation extrême, on peut pas tromper. Hein, et là, c'est important d'être soi-même. C'est-à-dire, on peut pas tricher avec soi-même. On peut pas faire semblant d'être fort si on est faible. Si on est faible, il faut montrer qu'on est faible. Il n'y a pas de mal à ça. Et donc, il faut vraiment être soi-même. Et ça, c'est voilà. Je dirais c'est peut-être une des parties, c'est peut-être Mais une partie de la réponse. tu tombes vraiment dans un point névralgique, c'est les gens, ils ont quand même, les gens, quand je dis les gens, c'est moi, c'est l'humanité, on a du mal des fois, c'est nous, on a du mal à, quand on parle d'être soi-même, c'est vraiment le point névralgique, on a du mal à accepter nos faiblesses. Oui, bien sûr. Oui. C'est plus facile de montrer ses forces. Et assez souvent, on gaspille pas mal d'énergie pour cacher ses faiblesses. Donc, je pense que ça, c'est vraiment le point, c'est d'être soi-même, d'accepter ses forces et ses faiblesses. De ne pas les montrer, effectivement, mais en soi-même, on doit savoir que là, on est faible. Bon, le montrer, c'est autre chose, mais tu sais, c'est une information comme une autre. Ah, là, je suis faible. Comment je fais? Parce que là, c'est pas mon truc. Bon. Donc, et on revient toujours à la même chose, hein. C'est effectivement se connaître vraiment se connaître soi-même. Eh ben, si, peut-être c'est une question bête, mais à ton avis, que peut-on faire pour se connaître mieux à soi-même? Tout ça, c'est un travail quand même de réflexion, de concentration sur soi. Certains font de la méditation. Il faut peut-être passer par des techniques. Il y a des techniques. Tu parlais de psychologie tout à l'heure. Je suppose qu'il y a si toi tu es coach, tu dois avoir en main une technique, un arsenal de techniques qui permettent d'amener, il y a la sophrologie, il y a plusieurs choses. Bon, moi, on en revient au même. Je pense que c'est naturel chez certaines personnes. Bon, en général, un champion, c'est quelqu'un qui doute pas. Sinon, il serait pas champion, que ce soit dans n'importe quel domaine. Sportif. Donc, après, je sais pas. Peut-être que c'est ce qui est moins naturel pour certaines personnes. Il faut avoir recours aux techniques qui sont mises à disposition. C'est vrai, il y en a plein de techniques, des approches. Moi, ce que je préconise, c'est le plus simple, c'est vraiment l'observation. C'est se regarder soi-même et être présent, s'observer comment se déroulent ses pensées, comment se déroule l'action. Et l'observation, la méditation, c'est déjà, quand on parle de méditation, on pourrait rester à parler parce qu'il y a plusieurs perceptions sur la méditation. Mais ce que je remarque qui marche vraiment bien, c'est l'observation. Oui, je sais, tu peux t'observer, te mentir aussi, hein. Donc tu peux t'observer en n'étant pas lucide. Donc c'est peut-être pas non plus. Peut-être au début, t'as raison, mais si tu continues à t'observer, tu vas en quelque sorte enlever ce côté d'illusion que c'est l'ego. Donc l'ego, au début, quand tu commences à t'observer, c'est vrai que lui, il va essayer de construire basé sur l'observation. Mais au bout d'un moment, il va se dissoudre parce que tu vas grandir en conscience. Et quand tu grandis en conscience, l'ego, il prend sa place et donc tu n'es plus dans le jugement, mais tu es dans l'observation de ce qui est. Comme les choses y sont. Donc ce que j'ai remarqué aussi, donc tu nous donnes beaucoup de clés. Et donc les clés sont surtout pour ceux qui sont attentifs. Tu m'as dit un champion, il ne doute pas, sinon il serait pas un champion.
Oui, en général, oui. Donc c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire si on a un objectif et on veut atteindre cet objectif, une chose déjà à comprendre, c'est qu'on doit être convaincu qu'on va réussir. Non, mais je sais même pas si c'est convaincu. C'est-à-dire, on est NAIT, on est né comme ça. Il y a certaines des sportifs doués. Alors moi, dans le karaté, j'en ai vu des tas et des tas, et ça fait pas des champions pour ça. Et c'est la même chose dans je crois dans toutes les disciplines sportives. Mm-hmm. Bon, un champion, c'est quelqu'un qui a cette qualité en lui, c'est inné, c'est inné, c'est pas un acquis, donc il l'a, voilà, et c'est ce qui va lui permettre d'arriver champion. Bon, et parce que il y a pas de place au doute. Si tu te mets au départ d'une course avec déjà un doute en disant est-ce que je vais arriver premier, deuxième ou troisième, bon en général t'arrives pas premier, hein. Celui qui arrive premier, je pense que Usain Bolt actuellement il se pose pas la question de savoir s'il va perdre ou pas perdre. Il sait qu'il se met sur la ligne de départ et il se dit c'est moi le vainqueur. Donc effectivement il y a pas de place au doute. Donc on peut naître avec ce patrimoine oui, je pense, c'est un génétique, patrimoine génétique. Oui, et on peut aussi le construire dans la vie. Je vois. Ça me paraît plus difficile. Enfin, comme ça. Attends, moi, je suis pas un grand penseur. Hein, puis j'ai pas toutes les. J'aurais tendance à douter un peu qu'on puisse l'acquérir. Mais bon, après, je sais pas. D'accord, donc on va pas rentrer dans le sujet parce que là on risquerait d'être divisé. Mais c'est des croyances une fois de plus. C'est vrai qu'on a tous un patrimoine génétique. Il y en a tous une propension pour faire telle ou telle chose, pour le sport, pour la musique, pour ça ou pour ci. Mais ce que j'ai remarqué moi depuis mon observation et depuis mes recherches, c'est que la plupart des gens qui arrivent à ces objectifs sont des gens que même si à la base ils ont ce qu'on appelle le don, après, il faut beaucoup travailler. Oui, exactement. Beaucoup travailler. Oui, et j'ai eu le plaisir de rencontrer quelques maîtres. Entre ce maître, il y a toi aussi que je considère. Et ce que j'ai remarqué, c'est que même si à la base, la personne a un grand don, elle a beaucoup de travail. Et donc, la grande différence, c'est que celui qui ne croit pas avoir le don, il n'est pas disponible pour payer le prix. Et celui qui croit avoir le don, il est disponible pour payer le prix, pour faire le nécessaire. Et donc cette croyance, c'est vrai qu'on peut la travailler. Et une fois que la personne est convaincue qu'elle peut, elle va faire le nécessaire. Donc on peut quand même changer le cours de l'histoire si on croit qu'on peut. Et ça, c'est un grand message. Ton histoire, avec ta façon d'expliquer, jusqu'au moment présent, tu as fait beaucoup de choses, tu as changé ta vie, tu t'es mis dans des positions où tu ne cherchais plus la sécurité, mais à vivre ta légende personnelle. Moi, je te félicite vraiment, je te remercie pour ton témoignage, pour être là, pour cheminer et nous montrer que si on croit et si on cherche à se connaître, et si on désire vraiment quelque chose, l'univers, comme dit le livre de Paulo Coelho, l'univers, il va conspirer pour le donner. Toi, tu es l'exemple vivant de cette philosophie. Guy, je te remercie beaucoup et je te dis à un de ces jours et je te souhaite tous les meilleurs et merci d'être venu. Ben, merci à vous d'avoir écouté tout ça. Et encore une fois, c'est juste une histoire personnelle qui n'a, à mon avis, pas valeur d'exemple. On a tous, on a tous notre façon de fonctionner et bon, et j'ai pas de conseils particuliers à donner à personne. Merci à vous. Je suis sûr que tu as donné beaucoup dans cette émission. Si vous voulez la réécouter, elle est réécoutable sur le site www.radiodoc.org. Vous allez sur l'émission La vie devant soi et vous avez toutes les émissions précédentes. Vous pouvez réécouter et vous allez remarquer en le réécoutant qu'il y a beaucoup de sagesse qui passe d'une façon très humble. Guy, il est comme ça, celui qui le connaît, c'est pas une façon de le faire en éloge parce que il aime pas trop les éloges non plus, mais il a une façon très humble de parler de sa vie, de ce qu'il a fait. Moi, j'apprends beaucoup avec lui, j'ai le plaisir d'être son ami et je vous remercie, je remercie à Guy, à Poupa et je vous dis à bientôt et pour terminer, soyez vous-même. Au revoir. La vie devant soi avec Eldern Almeida.